Bienvenue sur Sombres Histoires Criminelles, là où l'ombre des crimes se mêle à la réalité. Ici, chaque histoire que vous entendrez n'a jamais eu lieu, mais elle aurait très bien pu. Inspirés des faits réels, nos récits plongent dans les tréfonds de l'âme humaine, là où la fiction et la vérité se frôlent. Préparez-vous à découvrir ce qui se cache derrière le masque de l'imagination criminelle. Chaque histoire est inventée, mais s'inspire des plus sombres réalités. Vous ne regarderez plus jamais les crimes de la même manière. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et n'oubliez pas de liker pour ne rien manquer de nos récits les plus sombres. Nicky Larson a toujours été un visage incontournable de la communauté d'affaires de Pinehurst, un homme respecté depuis plus de 2 décennies. En tant que PDG d'une start-up technologique florissante, il incarnait à la fois confiance et charisme. Avec ses cheveux élégamment poivre et sel et ses costumes impeccablement taillés, il était une figure familière lors des galas de charité et des réunions importantes du conseil d'administration. Son premier mariage avec Ingrid Bergman avait pris fin après 10 ans, se concluant par un divorce relativement paisible qui lui avait laissé la garde exclusive de leur fille, Freya. Cette séparation s'était déroulée sans heurts, Ingrid ayant saisi une opportunité professionnelle aux États-Unis. Bien que la distance les ait séparés, Ingrid et Freya ont maintenu une relation harmonieuse, marquée par des visites occasionnelles et des appels vidéo réguliers. C'est lors d'une conférence d'affaires à Stockholm, il y a de cela 5 ans, que Nicky a fait la rencontre d'Astrid Nilsson, une animatrice d'événements dynamique de 42 ans. Son esprit vif et son rire contagieux ont immédiatement captivé Nicky. Malgré la différence d'âge, leur connexion a été instantanée et puissante. La chaleur et l'énergie débordante d'Astrid semblaient en parfaite harmonie avec le tempérament plus réservé de Nicky. Après une romance aussi passionnée qu'éphémère, Nicky et Astrid se sont mariés lors d'une cérémonie somptueuse, un événement qui a rapidement fait le tour des cercles mondains de Pinehurst. Durant les premières années de leur union, les Larson incarnaient le tableau de la famille parfaite. Astrid s'était pleinement investie dans son rôle de belle-mère, déterminée à tisser des liens avec la jeune Freya. Elle avait transformé leur demeure, y apportant des couleurs vibrantes et des œuvres d'art contemporains, un reflet éclatant de sa personnalité exubérante. De son côté, Nicky semblait revivre grâce à ce nouveau mariage, se délestant de certaines de ses responsabilités professionnelles pour accorder plus de temps à sa famille. Cependant, malgré ses efforts, Freya restait une présence distante au sein du foyer. Âgée de 16 ans, elle traversait les tourments classiques de l'adolescence. Sa relation avec son père était teintée de tensions, héritage des nombreuses absences de Nicky durant son enfance. Grande, élancée, elle portait les traits fins de sa mère et l'intensité du regard de son père. Freya était une jeune fille réservée et introspective, préférant la compagnie de ses livres à celle des autres. Lorsque le détective Holmberg a commencé à creuser dans les antécédents de la famille, la façade soignée des Larson s'est révélée bien plus complexe qu'elle n'y paraissait à première vue. Les entretiens menés avec les voisins et collègues de la famille Larson ont révélé une image bien différente de celle qu'ils projetaient en public. Bien que tout semblait parfait de l'extérieur, des tensions sous-jacentes émergeaient à mesure que les témoignages s'accumulaient. Elsa Lindholm, leur voisine, se rappelait clairement avoir entendu des disputes au cours des derniers mois. « Ils paraissent toujours si harmonieux en public », a-t-elle confié au détective, mais derrière les portes fermées, c'était une toute autre histoire. Je les entendais crier, des objets claquaient. Je ne voulais pas m'en mêler, mais j'étais inquiète. D'un autre côté, l'assistant de Nicky, Neil Svensson, a également fourni des éléments qui mettaient en lumière les fissures dans la façade apparemment solide de la famille. Nicky restait plus tard au bureau ces derniers temps, a-t-il raconté. Il me l'a mentionné à plusieurs reprises. Il semblait préoccupé, nerveux. Au début, j'ai cru que c'était simplement lié au stress de notre fusion à venir, mais maintenant, je me demande s'il n'y avait pas des problèmes plus profonds à la maison. À mesure que Linnea tentait de reconstituer la dynamique familiale, elle était de plus en plus convaincue que la solution à ce mystère résidait dans la compréhension des relations complexes entre Nicky, Astrid et Freya. Elle ignorait encore que sous la surface lisse de la normalité se cachait une tempête d'émotions et de désirs inavoués, une tempête qui ne tarderait pas à provoquer une tragédie. Les entretiens avec des amis d'enfance d'Astrid ont révélé une jeune femme en proie à des tourments intérieurs, luttant pour comprendre son identité dès son plus jeune âge. Linda, sa meilleure amie du lycée,
a partagé un souvenir marquant qui a éclairé cette période troublée. « Astrid a toujours semblé différente », se remémorait-elle, son regard empreint de nostalgie. Elle avait souvent l'air perdue dans ses pensées, comme si elle était ailleurs. Je me souviens d'un bal scolaire, une fois, où je l'ai surprise en train de fixer notre camarade Sophie avec une telle envie dans les yeux. Quand elle a réalisé que je l'avais remarqué, elle a semblé terrifiée. Nous n'en avons jamais reparlé, mais à cet instant, j'ai compris quelque chose. Après le lycée, le parcours de découverte de soi d'Astrid l'a menée à Stockholm, où elle s'est immergée dans la communauté LGBTQ vibrante de la ville. Pendant plusieurs années, elle a vécu ouvertement en tant que lesbienne, entamant même une relation sérieuse avec une femme nommée Maya Bergström. Cependant, les attentes de la société et la pression familiale ont fini par peser lourdement sur ses épaules, l'obligeant à faire des choix douloureux. De retour à Pinehurst, Astrid s'est plongée dans sa carrière, camouflant sa véritable identité sous les couches d'un succès professionnel éclatant et d'une respectabilité sociale indiscutable. Son mariage avec Nikki représentait, à ses yeux, la dernière pièce du puzzle pour construire la vie qu'elle pensait devoir mener. Pourtant, comme le détective Holmberg finirait par le comprendre, le cœur ne se laisse pas si facilement étouffer. L'arrivée de Freya dans le quotidien d'Astrid allait raviver des désirs longtemps enfouis, déclenchant une série d'événements qui allaient inévitablement plonger la famille dans la tragédie. La dynamique de la maison Larsson a subi un bouleversement profond en septembre 2022, lorsque Freya, désormais âgée de 20 ans et en deuxième année d'université, est revenue vivre chez son père. En effet, sa résidence universitaire devait subir des rénovations majeures, la forçant à trouver une autre solution d'hébergement. Nikki, animée par le désir de se rapprocher de sa fille, lui a proposé de s'installer chez eux pour le reste de l'année scolaire. Le retour de Freya à la maison a provoqué des réactions partagées. Nikki était enchantée à l'idée de renouer avec elle, voyant cette occasion comme une seconde chance pour réparer les fissures de leur relation. Astrid, quant à elle, affichait un enthousiasme débordant à l'idée d'avoir une jeune présence sous leur toit. Mais sous cette façade accueillante, des tensions profondément ancrées commençaient à fermenter, menaçant de tout faire éclater. Leurs premières semaines de cohabitation ont été marquées par des silences pesants et des échanges timides. Nikki, souvent absorbée par ses engagements professionnels, n'a guère prêté attention aux tensions subtiles qui planaient dans la maison. Freya, de son côté, passait la majeure partie de son temps dans sa chambre, ne sortant que pour les repas ou pour les interactions indispensables. C'est Astrid qui a pris l'initiative de briser la glace. Consciente de la passion de Freya pour la littérature, elle a entamé des conversations autour des livres, lui recommandant des titres et partageant ses propres coups de cœur. Peu à peu, un lien fragile a commencé à se tisser entre la belle-mère et la belle-fille. Alors que l'automne a doucement cédé sa place à l'hiver, Freya a passé de plus en plus de temps dans les espaces communs de la maison. Il n'était pas rare de les retrouver toutes les deux dans le salon, plongées dans des discussions profondes, bien après que Nikki se soit retirée pour la nuit. Leurs conversations ont fini par aller bien au-delà de la littérature. Elles parlaient d'art, de musique et même de philosophie. Nikki, lorsqu'il était présent à la maison, semblait satisfait de cette proximité grandissante entre sa femme et sa fille. Pourtant, par moments, une lueur d'inquiétude effleurait le visage de Nikki, vite réprimée et oubliée. Personne n'aurait pu deviner que cette période d'apparente harmonie n'était en réalité que le calme avant la tempête. Les liens qui se tissaient entre Astrid et Freya étaient bien plus profonds et complexes que ce que l'on pouvait imaginer, jetant les bases d'une relation qui finirait par ébranler les fondations de la famille Larsson. À mesure que l'hiver laissait place au printemps, leur relation subit une transformation radicale. Ce qui avait commencé comme une amitié hésitante, forgée par la proximité et des intérêts partagés, se mua lentement en quelque chose de plus intense, de plus intime. Le changement a été progressif, presque imperceptible au début. Des regards insistants échangés à travers la table du dîner, des contacts fortuits qui duraient un instant de trop, des conversations murmurées qui s'interrompaient brusquement dès que Nikki pénétrait dans la pièce. Pour un observateur extérieur, cela aurait simplement pu sembler être un lien étroit entre belle-mère et belle-fille. Mais sous cette apparente normalité, un courant électrique circulait entre elles,
imprégné de désirs inexprimés et interdits. C'est Astrid qui a fait le premier pas, bien qu'elle insisterait plus tard en pleurs dans ses confessions au détective Holmberg qu'elle n'avait jamais eu l'intention que les choses aillent si loin. Un soir, à la fin du mois d'avril, alors que Nikki était en déplacement pour affaires, les deux femmes se sont retrouvées seules dans la maison. Elles discutaient d'un passage particulièrement émouvant de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf lorsque, submergée par l'émotion et des années de sentiments réprimés, Astrid s'est approchée de Freya et l'a embrassée. Le moment a semblé figé dans le temps, suspendu entre le choc et une étrange reconnaissance. À la grande surprise et secrète satisfaction d'Astrid, Freya a répondu à son baiser. Ce qui a suivi a été un tourbillon de passion mêlé de culpabilité, des moments volés d'extase, entrecoupés de périodes de tourments intérieurs et de remords déchirants. Leurs sentiments, aussi intenses qu'interdits, allaient non seulement les lier, mais aussi les entraîner vers une spirale destructrice dont elles ne pourraient plus se libérer. Les deux femmes étaient pleinement conscientes de la gravité de leur transgression, des multiples tabous qu'elles enfreignaient. Pourtant, aucune d'elles ne semblait capable de mettre un terme à cette relation interdite. Elles ont commencé à élaborer des stratagèmes minutieux pour passer du temps ensemble, loin des regards indiscrets. Freya prétendait assister à des groupes d'études ou à des réunions de projets à l'université, tandis qu'Astrid simulait des soirées de travail tardives pour ces événements. En réalité, elle se retrouvait dans des cafés discrets ou dans des coins isolés des parcs voisins, se délectant non seulement de la compagnie l'une de l'autre, mais aussi de l'adrénaline que leur secret interdit procurait. Oscar, un ami proche de Freya, a commencé à remarquer un changement dans son comportement à cette époque. Elle était différente, confia-t-il au détective Holmberg. Plus heureuse, plus pétillante d'une certaine manière, mais aussi plus nerveuse, comme si elle regardait constamment par-dessus son épaule. Je lui ai demandé si tout allait bien à la maison, mais elle m'a simplement repoussé. Alors que le printemps laissait place à l'été, la liaison entre Astrid et Freya s'est faite de plus en plus intense, les entraînant dans une spirale dont elle ne pouvait plus se libérer. Au début du mois de juin, les choses ont atteint un point critique lorsque Nikki a annoncé qu'il comptait réduire ses heures de travail pour passer plus de temps avec sa famille. Ce qui devait être une bonne nouvelle a suscité au contraire une vague de panique chez Astrid et Freya. Leur monde soigneusement façonné, fait de rencontres secrètes et de moments volés, se retrouvait soudainement menacé. Comme le découvrirait plus tard le détective Holmberg, cette annonce a marqué le début du dernier acte tragique du drame familial des Larson. Face à la perspective d'être découvertes, Astrid et Freya se sont retrouvées rapidement confrontées à des choix dont les conséquences allaient se révéler dévastatrices pour tous. Au fil des jours de juin, l'atmosphère à la maison Larson est devenue de plus en plus tendue. Fidèle à sa parole, Nikki avait effectivement réduit ses heures de travail, passant davantage de temps à la maison. Bien qu'il ait imaginé ce changement comme une chance de renforcer les liens familiaux, il avait l'impression de devenir un étranger dans son propre foyer. Astrid et Freya, habituées à la liberté offerte par les fréquentes absences de Nikki, peinaient à maintenir leur façade de normalité sous son regard désormais plus présent et attentif. Ce qui, autrefois, passait inaperçu, commençait désormais à éveiller des soupçons dans l'esprit de Nikki. Il a remarqué la manière dont elle se taisait brusquement dès qu'il entrait dans une pièce, les regards furtifs qu'elle s'échangeait à table, ainsi que la soudaine augmentation des réunions d'études de Freya et des soirées tardives prétendument consacrées au travail d'Astrid. Pris individuellement, ces événements auraient pu sembler insignifiants, mais ensemble, ils ont formé un tableau troublant qui a rendu Nikki de plus en plus mal à l'aise. Niels, l'assistant de Nikki, s'est souvenu d'un incident particulièrement révélateur. Monsieur Larson est arrivé un matin avec l'air complètement ailleurs, a-t-il raconté au détective Holmberg. Quand je lui ai demandé si tout allait bien, il a marmonné quelque chose à propos du comportement étrange d'Astrid et de Freya. Puis, il m'a demandé de vérifier le planning d'Astrid pour le mois écoulé. C'était une demande plutôt inhabituelle, mais j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Les soupçons de Nikki ont continué à s'accumuler. Il a commencé à surveiller de près les allées et venues d'Astrid, notant les incohérences entre ce qu'elle prétendait faire et ses réels déplacements. Il a également observé Freya avec plus d'attention, essayant de déchiffrer des indices dans ses expressions, son langage corporel et ses réactions.
Un soir, il a surpris une conversation chuchotée entre elles. Il n'a pas pu saisir les mots, mais le ton était intime, ponctué de rires discrets et de longues pauses suggestives. Quand Astrid est sortie de l'étude, le visage rougi et les yeux brillants, un nœud s'est formé dans l'estomac de Nikki, renforçant ses craintes. Nikki a senti un nœud glacial d'effroi se former dans son estomac. Poussé par une paranoïa grandissante, il a pris des mesures dont il aurait honte par la suite. Il a installé une application de suivi sur le téléphone d'Astrid sous le prétexte d'une mise à jour de sécurité. Il a commencé à éplucher les relevés de cartes de crédit de Freya, remarquant plusieurs dépenses dans des cafés et restaurants alors qu'elle était censée être à l'université. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée le soir du 14 juin. Nikki, feignant une réunion tardive, a garé sa voiture à un pâté de maison et a surveillé leur maison. Il a vu Freya sortir, prétendant aller à une séance d'études. 20 minutes plus tard, Astrid est partie à son tour. Son cœur battant la chamade, il les a suivis de loin, les traquant jusqu'à un petit café isolé à la périphérie de Pinehurst. À travers la fenêtre, il les a aperçues assises proches l'une de l'autre, leurs mains entrelacées sur la table. Alors qu'il observait, Astrid s'est penchée et a embrassé tendrement Freya sur les lèvres. À cet instant, tous les soupçons de Nikki se sont cristallisés en une certitude glaçante et horrifiante. Les deux personnes qu'il aimait le plus au monde l'avaient trahi de la manière la plus profonde possible. En proie à un tourbillon de choc et de rage, il est rentré chez lui, l'esprit embrouillé par la douleur et la confusion. Assis dans la maison, plongé dans l'obscurité, il a attendu leur retour, envahi par un mélange d'émotions incontrôlables. Nikki avait pris une décision irrévocable, celle qui allait précipiter la tragédie à venir. La soirée du 14 juin s'est abattue sur la maison Larson telle une tempête imminente. Nikki était assis dans le salon faiblement éclairé, un verre de whisky intact posé devant lui, attendant patiemment le retour de sa femme et sa fille. Le tic-tac de l'horloge ancienne, résonnant dans le couloir, semblait s'accorder avec les battements précipités de son cœur, chaque seconde les rapprochant d'une confrontation inévitable, qu'il redoutait autant qu'il la désirait. À exactement 22h43, le bruit d'une clé dans la serrure a brisé le silence oppressant. Des rires étouffés et des chuchotements s'échappaient de l'entrée, mais ont cessé brusquement lorsqu'Astrid et Freya ont réalisé qu'elle n'était pas seule. Nikki restait immobile, le dos tourné à la porte, tandis que les deux femmes entraient dans le salon, les visages tendus. La voix d'Astrid, teintée d'une décontraction feinte, a rompu le silence pesant. Elle a dit « Nikki, je pensais que tu avais une réunion tardive ce soir. » Lentement, il s'est retourné pour leur faire face, son expression figée dissimulant à peine une colère sourde. « C'est drôle, » a-t-il répondu d'une voix basse et menaçante. « J'allais te poser la même question, Astrid. Comment s'est passée ta séance de planification d'événements ?» La couleur a quitté le visage d'Astrid lorsqu'elle a réalisé l'implication de ses paroles. À côté d'elle, Freya est restée figée, ses yeux allant de son père à sa belle-mère. « Je t'ai vu », a continué Nikki, sa voix montant. « Au café, j'ai tout vu. » Ce qui a suivi a été un tourbillon d'émotions. Des accusations lancées comme des armes, des dénégations larmoyantes qui se sont effondrées sous le poids de la vérité et des années de sentiments refoulés qui ont jailli en un torrent de paroles. Astrid, brisée, a tenté d'expliquer. « Nikki, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. Nous n'avons jamais voulu que ça arrive. » Nikki a rugi en se levant d'un bond. « Mais tu aimes plus ma fille, c'est ça ?» Freya, qui était restée silencieuse jusque-là, s'est avancée. « Papa, arrête, ce n'est pas seulement la faute d'Astrid. » Nikki a hurlé, son visage déformé par la rage et la douleur. « Comment as-tu pu me faire ça ?» La dispute s'est intensifiée, prenant des proportions incontrôlables. Les années de ressentiment enfoui et de vérité dissimulée ont explosé à la surface. Les absences répétées de Nikki durant l'enfance de Freya, le combat intérieur d'Astrid avec sa sexualité, et ce complexe réseau d'amour interdit et de culpabilité étouffante qui les avait tous piégés. Tout a éclaté en plein jour, comme un ouragan ravageant tout sur son passage. Tout s'est révélé dans ces terribles minutes. Alors que les tensions atteignaient leur paroxysme, Nikki, aveuglée par la colère, a saisi le lourd vase en cristal posé sur la table d'appoint. Ce qui s'est passé ensuite a fait l'objet de nombreux débats et a plongé tous les protagonistes dans une profonde angoisse.
Dans son état agité, il a perdu prise sur le vase. Alors qu'il a trébuché en avant, le vase a heurté sa propre tempe dans un craquement sinistre. Il s'est effondré au sol, tandis que le sang commençait déjà à se répandre sous sa tête. Pendant un instant, Astrid et Freya sont restées figées dans un silence choqué, incapables de comprendre le soudain revirement des événements. Puis, sous le coup de l'adrénaline, elles se sont mises en action. Astrid s'est précipitée pour vérifier son pouls, tandis que Freya, tremblante, cherchait désespérément son téléphone pour appeler une ambulance. Mais alors que les doigts d'Astrid, en panique, cherchaient vainement un signe de vie, la terrible vérité s'est imposée à elle. Nicky Larson, homme d'affaires prospère, mari et père, était mort. Dans le silence assourdissant qui a suivi, Astrid et Freya se sont regardées. Leurs visages étaient pâles de choc et d'horreur grandissante. La vie qu'elles avaient imaginée ensemble, déjà fragile et compliquée, gisait désormais en ruine à leurs pieds. À sa place, s'est dressé le spectre implacable de la suspicion, d'une enquête inévitable et de l'emprisonnement potentiel. Les sirènes hurlantes au loin ont annoncé l'arrivée d'un avenir que ni Astrid ni Freya n'avaient jamais envisagé. Astrid a pris alors une décision en une fraction de seconde qui allait sceller leur destin. « Freya », a-t-elle chuchoté, sa voix tremblante, « écoute-moi attentivement. Nous ne pouvons rien dire à personne sur ce qui s'est vraiment passé. Personne ne croira que c'était un accident. Nous devons inventer une histoire, et nous devons le faire maintenant. » Ainsi, dans ces moments frénétiques avant l'arrivée des autorités, elles ont commencé à tisser la toile de mensonges qui les a finalement menées à leur chute. Le chaos qui a suivi la mort de Nicky s'est rapidement transformé en un cauchemar de leur propre création. Le choc initial de l'incident a laissé place à une course effrénée pour effacer toute trace et inventer une histoire crédible, capable de détourner les soupçons. Alors que le hurlement des sirènes se rapprochait, Astrid a pris les choses en main. Ironiquement, son expérience en organisation d'événements s'est révélée utile pour orchestrer leur tromperie. Elle a rapidement demandé à Freya de se laver les mains et de changer de vêtements avant de faire de même. Elles ont convenu d'une histoire simple. Elles étaient rentrées chez elles pour trouver Nicky déjà mort, probablement victime d'un cambriolage qui avait mal tourné. Lorsque les premiers policiers sont arrivés sur les lieux, elles ont joué leur rôle à la perfection. Astrid, le visage strié de larmes bien réelles, a raconté comment elles étaient rentrées d'une séance d'études tardives et d'une réunion de travail pour découvrir la porte d'entrée entr'ouverte et Nicky étendue, inerte, sur le sol du salon. Freya, pâle et tremblante, a corroboré l'histoire de sa belle-mère, ajoutant des détails sur des objets de valeur prétendument manquants dans la maison. L'enquête initiale semblait confirmer leur récit. Le vase en cristal, soigneusement nettoyé de toute empreinte digitale, gisait brisé à côté du corps de Nicky. Astrid avait eu la présence d'esprit de fouiller quelques tiroirs et armoires, créant l'illusion d'une recherche précipitée par un intrus. Elle avait même caché certaines des possessions les plus précieuses de Nicky, qu'elle découvrirait plus tard avoir été volées. Cependant, à mesure que les heures ont passé et que l'adrénaline du moment s'est dissipée, le poids de leur tromperie a commencé à peser lourd. Séparées pour être interrogées, elles ont trouvé de plus en plus difficile de maintenir leurs histoires cohérentes. De petites incohérences ont commencé à apparaître. L'heure exacte de leur retour, l'ordre dans lequel elles étaient entrées dans la maison, la position du corps de Nicky lorsqu'elles l'ont découvert, le détective Linnea Holmberg, chargé de l'enquête, a noté ces divergences avec une suspicion grandissante. Son instinct, affûté par des années d'expérience, lui indiquait que quelque chose ne collait pas dans le récit de la veuve éplorée et de la belle-fille. Dans les jours qui ont suivi, Astrid et Freya se sont retrouvées piégées dans une toile de mensonges de plus en plus serrée. Chaque entretien avec la police demandait des explications toujours plus complexes, des détails de plus en plus difficiles à se rappeler et à corroborer. Le stress a commencé à se manifester dans leur comportement, affectant leur apparence et leur façon de répondre aux questions. À mesure que l'enquête avançait, l'alibi soigneusement construit par Astrid et Freya a commencé à se défaire. Les images des caméras de sécurité d'une rue voisine contredisaient leur heure de retour déclarée. Un reçu trouvé dans le sac à main d'Astrid l'a placé dans un café en ville à l'heure où elle prétendait travailler tard. Chaque nouvel élément de preuve a ébranlé leur récit,
les rapprochant inévitablement du moment où leur terrible secret serait enfin révélé. Pourtant, liés par un amour interdit et une culpabilité partagée, ni Astrid ni Freya ne pouvaient se résoudre à rompre leur pacte de silence. Alors que le mois de juin touchait à sa fin, la vérité sur ce qui s'était réellement passé dans la maison Larsson cette nuit fatidique demeurait enveloppée de mystère. Mais pour les deux femmes, les murs semblaient se refermer inexorablement, et il ne restait plus beaucoup de temps avant que leur fragile façade ne s'effondre complètement. La première étape de Linnea a été de sécuriser la scène de crime et d'ordonner une analyse médico-légale approfondie. Pendant que son équipe fouillait minutieusement la maison Larsson, elle a commencé à interroger les témoins et à reconstituer une chronologie des événements. Les entretiens de voisinage n'ont pas révélé d'informations immédiatement utiles. La majorité des résidents ont signalé une soirée tranquille, sans rien de notable jusqu'à l'arrivée des services d'urgence. Cependant, un voisin, un vieil insomniaque nommé Sven Gustafsson, se souvenait d'avoir vu une voiture garée de manière inhabituelle, un peu plus loin que d'habitude, près de la maison des Larsson plus tôt dans la soirée. Bien qu'il n'ait pas pu identifier la marque ou le modèle dans l'obscurité, ce petit détail a continué à tarauder l'esprit de Linnea. Le rapport d'autopsie, lorsqu'il est arrivé, a soulevé plus de questions qu'il n'en a résolu. La cause du décès était claire, un traumatisme crânien dû à un coup violent. Cependant, l'angle de la blessure était inhabituel pour une agression. Le médecin légiste a noté que la blessure correspondait davantage à une chute ou à une blessure auto-infligée qu'à une attaque directe. Alors que Linnea approfondissait les antécédents de la famille Larsson, d'autres incohérences ont commencé à émerger. Les relevés financiers ne montraient aucun signe de difficulté économique qui aurait pu motiver un cambriolage, surtout dans un quartier aussi cossu. Les collègues de Nikki ont décrit un homme distrait et irritable dans les jours précédant sa mort, un comportement très différent de son attitude habituelle. Ce qui intriguait le plus Linnea, cependant, étaient les tensions subtiles qu'elle observait entre Astrid et Freya lors des entretiens. Bien qu'elles affichaient une façade unie dans leur chagrin, il y avait des moments où un regard s'attardait trop longtemps, ou une légère hésitation avant de répondre, qui laissait entrevoir des sous-entendus non exprimés. La percée est finalement venue d'une source inattendue. Un étudiant universitaire, en analysant des images d'une caméra de circulation pour un projet non lié, a remarqué la voiture de Nikki Larsson garée près du café où Astrid et Freya s'étaient retrouvées le soir de sa mort. Cette nouvelle preuve contredisait directement leur affirmation selon laquelle Nikki était en réunion tardive. Armée de cette information, Linnea a convoqué Astrid et Freya pour des entretiens séparés. La pression de maintenir leur mensonge, combinée au choc de cette révélation, commençait à les affecter. Astrid, habituellement calme et en contrôle, montrait des signes de fissure. Ses réponses devenaient de plus en plus évasives et elle avait du mal à maintenir un contact visuel avec Linnea. Lorsqu'elle a été confrontée aux images de la caméra de circulation, elle a bafouillé, incapable de fournir une explication cohérente. Freya, interrogée en même temps dans une autre pièce, n'a pas mieux résisté. Sa jeunesse et son inexpérience face aux situations de stress en ont fait une cible plus vulnérable. Lorsque Linnea a laissé entendre qu'Astrid avait déjà avoué, Freya s'est effondrée. En larmes, elle a avoué qu'elles avaient menti sur les événements de cette nuit-là. Cependant, même lorsque leur récit original s'est écroulé, les deux femmes se sont accrochées à l'idée que la mort de Nikki était un accident. Elles ont admis qu'elles étaient présentes à la maison lorsque cela s'est produit, mais ont insisté sur le fait qu'il était tombé et s'était cogné la tête lors d'une dispute. Sentant qu'elle était enfin proche de la vérité, Linnea a poussé plus loin, essayant de déceler les détails manquants, convaincue que ce n'était que la surface d'une histoire bien plus sombre et tragique. Linnea a souligné les incohérences dans leur nouvelle version des faits, insistant sur l'improbabilité de la séquence d'événements qu'elle décrivait. Alors que l'interrogatoire s'étirait jusque tard dans la nuit, le poids de leurs mensonges est devenu trop lourd à porter. Finalement, dans un moment d'épuisement émotionnel, Astrid a murmuré les mots qui allaient tout faire éclater. Avec cette confession, la véritable nature de la relation entre Astrid et Freya, ainsi que les événements de cette nuit fatidique, ont commencé à se dévoiler. Astrid a admis qu'elle et Freya entretenaient une relation interdite qui avait commencé bien avant la mort de Nikki. Lors de la confrontation avec Nikki ce soir-là, une dispute violente avait éclaté.
Nikki, fou de rage après avoir découvert leur secret, avait menacé de tout révéler, y compris de détruire la vie de Freya. Pris dans un tourbillon d'émotions, elle avait saisi le vase en cristal non pas pour attaquer, mais dans un geste de panique. Elle n'avait jamais eu l'intention de blesser Nikki, mais dans le chaos, il avait trébuché et s'était grièvement blessé en heurtant le vase. Paniquées et incapables de faire face aux conséquences de leurs actes, elles avaient décidé de couvrir la vérité, créant l'histoire du cambriolage. Lors du procès, qui a captivé l'attention de tout Pinehurst et au-delà, les détails intimes de leur relation ont été exposés au grand jour. Les avocats de la défense ont tenté de présenter leur histoire sous l'angle d'une tragédie familiale, alimentée par la peur et la panique, tandis que l'accusation s'est concentrée sur l'obstruction à la justice et le complot élaboré pour dissimuler la vérité. Freya, dévastée par la culpabilité, s'est montrée plus coopérative que sa belle-mère, admettant que leur peur des répercussions les avait poussés à mentir. Elle a expliqué en larmes que, bien qu'elle ait voulu dire la vérité plus tôt, elle ne pouvait pas trahir Astrid, qu'elle considérait toujours comme la personne qu'elle aimait le plus. La mère biologique de Freya, Ingrid Bergman, est apparue comme une figure surprenante lors du procès. Bien que leur relation ait été distante pendant des années, Ingrid est venue soutenir sa fille dans cette épreuve. Face au tribunal, elle a plaidé pour la clémence à l'égard de Freya, soulignant l'influence qu'Astrid avait eue sur sa jeune fille vulnérable et le tourbillon d'émotions complexes qui avait entouré cette affaire. Ingrid a affirmé que, malgré l'horreur de la situation, Freya restait sa fille et elle s'engageait à lui apporter un soutien inconditionnel. Les verdicts ont été prononcés après plusieurs semaines de procès intenses. Astrid a été reconnue coupable d'homicide involontaire et d'entrave à la justice. Compte tenu des circonstances atténuantes, comme la relation toxique et l'influence qu'elle avait sur Freya, elle a été condamnée à 12 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 8 ans. Freya, quant à elle, a été condamnée à 5 ans de prison pour entrave à la justice, mais elle a bénéficié d'un sursis partiel, la laissant éligible pour une libération anticipée après 3 ans, en partie grâce au plaidoyer de sa mère. À l'issue du procès, Freya a été autorisée à entrer en réhabilitation sous la surveillance de sa mère, dans le but de reconstruire sa vie après cette épreuve. Cependant, la relation entre Astrid et Freya, une fois si intense, s'est lentement délabrée. La culpabilité et la pression médiatique les ont éloignées, et malgré les promesses faites au début de leur emprisonnement, elles ont finalement cessé tout contact. La communauté de Pinehurst, quant à elle, n'a jamais été la même après cette affaire, qui est restée un rappel constant de la fragilité des secrets et des tragédies humaines qui peuvent découler des émotions refoulées. Freya, après sa libération, a choisi de vivre une vie discrète, loin des projecteurs, sous l'aile protectrice de sa mère, espérant un jour pouvoir trouver la paix avec elle-même. Et voilà, c'était une autre sombre histoire criminelle, où la fiction flirte avec la réalité. Si ce récit vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires sombres. Restez prudents, car parfois la vérité dépasse la fiction. À bientôt sur Sombres Histoires Criminelles.